Madame, Monsieur, bonsoir. 20h le journal, voici les titres. La menace sécuritaire aux frontières maliennes et guinéennes à la loupe des sous-préfets de Tamba, Kolda et Kédougou. Durant 3 jours, les différents acteurs ont réfléchi à comment muscler la riposte contre l'extrémisme. La taxe sur l'occupation de la voie publique passée du simple au double, les commerçants du marché Sandaga n'en peuvent plus. La situation économique délétère n'arrange rien. Et puis le Scrabble sénégalais sur le toit du continent. Maktar Sylla est champion d'Afrique de Scrabble francophone. La compétition vient de s'achever au Burkina Faso. Tout de suite, le développement. D'abord, ce drame sur l'autoroute près de l'école Maria Magnas. Un policier a perdu la vie. Un autre grièvement blessé après avoir été heurté par un véhicule de transport en commun appelé Ndiaga Ndiaye. La sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a procédé à l'interpellation d'un individu pour meurtre suite au décès d'un jeune homme poignardé lors d'une rixe. L'affaire a été portée à la connaissance des services de police par le biais d'une déclaration de mort violente ou suspecte émise par l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Je vous le disais en titre, face à la menace sécuritaire aux frontières maliennes et guinéennes, le Sénégal passe à l'offensive. À Dakar, les sous-préfets des régions de Tamba, Kolda et Kédougou entament 3 jours de formation intensive pour muscler la riposte contre l'extrémisme. Un programme soutenu par l'Union européenne qui place les populations au cœur de la stratégie. William Manel, le directeur général de l'administration territoriale, et Sébastien Gourou, directeur exécutif de Cogenta, au micro de Al-Hassan Ba et Alun Diagne. Le monde, c'est les enjeux sécuritaires qui sont liés à la sous-région, qui impactent naturellement notre pays. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'agenda national de transformation, un point important a été consacré à la sécurité de nos populations, mais également, plus spécifiquement, à la sécurisation au niveau des frontières. C'est la raison pour laquelle, avec nos partenaires que sont l'Union européenne et l'ONG Cogenta, nous avons pensé dérouler cette session de formation pour mieux rappeler les enjeux, mais également les menaces qui peuvent peser sur nos frontières à ce niveau-là. Donc pour partager avec les autorités administratives, les sous-préfets, pour qu'ils soient davantage outillés pour faire face à cette nouvelle dynamique de gouvernance. Cette formation accompagne les sous-préfets dans, je dirais, l'acculturation d'un certain nombre d'enjeux, de défis sécuritaires, qu'ils soient liés à la gestion des ressources naturelles, qu'ils soient liés effectivement à la criminalité transnationale organisée, qu'ils soient liés aussi aux conflictualités et également aux vulnérabilités spécifiques aux zones frontalières. Donc les sous-préfets, à travers les différents modules qui vont être dispensés cette semaine, vont être, je dirais, confrontés à différents types de situations. L'idée, c'est aussi de stimuler le partage d'expériences, donner effectivement l'opportunité aux uns et aux autres de partager l'expérience du quotidien dans la gestion de la sécurité, dans également la prévention des conflits, dans la promotion de la cohésion sociale. L'incident protocolaire de Koumpentoum a ravivé le débat sur la hiérarchie des pouvoirs au Sénégal entre la loi 72-02 et le décret 72-636 qui consacre le préfet comme chef de l'administration territoriale et la loi 99-952 qui module les préséances entre Dakar et les départements. Le droit administratif est clair. Retour avec Al-Hassan Ba sur une géographie du pouvoir où le respect du rang n'est pas une question d'ego, mais le socle de l'État. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. À Koumpentoum, l'écharpe parlementaire a défié l'uniforme préfectoral. Au-delà de la joute politique,
C'est un véritable cours de droit administratif qui s'impose. Qui, du préfet ou du député, détient la préséance? La réponse réside dans les textes. Selon la loi numéro 72-2, le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État. Il représente le président de la République et chaque ministre dans son département. Seul responsable de l'ordre public, il incarne la permanence de l'État. Le décret organisant l'administration territoriale renforce cette position. Dans sa circonscription, le préfet dirige, coordonne et surtout préside. L'ordre des préséances fixe ainsi une géographie du pouvoir. Lors d'une cérémonie départementale, le préfet occupe le premier rang. Les députés, bien qu'éminents représentants du peuple, interviennent juste après dans l'ordre protocolaire. Ils sont honorés, mais ne dirigent pas la manœuvre administrative. Pourtant, cette règle se subtilise à Dakar. Dans la région capitale, siège des institutions, le préfet s'efface derrière les hautes autorités constitutionnelles. Selon le protocole national, le président de l'Assemblée nationale prend rang immédiatement après le chef de l'État. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale devancent les autorités administratives régionales. C'est là toute la subtilité. Ce qui est vrai à Koumpentoum, où le préfet et le roi en son royaume, diffère à Dakar où la proximité des pouvoirs régaliens redessine la hiérarchie. L'incident de Koumpentoum rappelle une vérité essentielle. La République est une architecture de précision. Si les députés votent la loi, le préfet l'exécute sur le terrain. Le respect du protocole n'est pas une affaire de vanité, c'est le respect du rang que chaque institution occupe dans l'édifice étatique. Sans cette discipline, c'est l'image même de la nation qui se fragilise. Le Centre de formation judiciaire organise pendant 2 jours une conférence internationale sur la justice pénale face aux nouveaux défis de la délinquance et de l'intelligence artificielle. Une rencontre d'échange pour analyser et apporter des réponses aux mutations contemporaines de la délinquance et aux défis que pose l'intelligence artificielle et la pratique judiciaire. Souleymane Teliko, directeur du Centre de formation judiciaire, au micro de Fatou Bintou Conté et Hamadouba. Aujourd'hui, la conférence va précisément porter sur 2 de ces problématiques qui nous semblent importantes. La première, c'est d'abord la mutation que connaît actuellement la criminalité. C'est une criminalité qui est de plus en plus technique et donc de plus en plus difficile à traiter par les acteurs judiciaires. La seconde problématique que nous allons aborder, c'est celle de l'intelligence artificielle, dont on mesure de plus en plus les potentialités, mais aussi les risques. Alors, l'idée qui sous-tend l'organisation de cette conférence, c'est de voir dans quelle mesure la justice en général et la justice sénégalaise en particulier est en train de s'adapter face à ces mutations. Et quand on parle d'adaptation, je parle en particulier d'adaptation au niveau normatif et institutionnel. Sur ce plan-là, les pouvoirs publics au Sénégal ont déjà franchi un pas assez important en mettant en œuvre des lois. Par exemple, je peux citer la loi intervenue en 2021 sur la saisie pénale et la confiscation des biens, mais aussi la mise en place du pôle judiciaire financier. Les commerçants du marché Sandaga dénoncent l'augmentation de la taxe portant sur l'occupation de la voie publique imposée par le maire Alioune Ndoye. Selon eux, ces taxes sont passées du simple au double, une situation qui ne les arrange point vu la morosité économique actuelle qui ne leur permet pas du tout de s'acquitter de cette taxe. Pathé K, le secrétaire général de la section UNACOIS Sandaga, demande à rencontrer le maire de Dakar Plateau pour trouver une solution. Il est au micro de Fatou Bintou Conté et Hamadouba. Suite à la réception d'un avis officiel de la mairie de Dakar Plateau, dirigé par M. le maire Alioune Ndoye, il nous a été notifié une augmentation de 200% du montant des taxes liées aux EVP des cantines. Face à cette décision lourde de conséquences pour les commerçants, nous avons immédiatement entrepris une démarche responsable. Cette augmentation intervient dans un contexte économique difficile marqué par la baisse du pouvoir d'achat, les difficultés d'approvisionnement, la fragilité générale des activités commerciales. Nous lançons un appel solennel aux autorités compétentes afin qu'une solution consensuelle soit trouvée dans les meilleurs délais. Nous restons ouverts au dialogue. L'agence de développement municipal ADM tient à Saly un atelier de formation des collectivités territoriales sur la planification stratégique et la programmation budgétaire pluriannuelle.
Le constat est que 19 communes bénéficiaires du PACASEN continuent de rencontrer des difficultés dans ce sens. Écoutons Pape Sambarengay, il est le secrétaire général de l'ADM, il est interrogé par Ndeye Mati Dieng. L'analyse des rapports donc de la Cour des comptes sur l'audit de performance des collectivités territoriales a amené donc l'agent de développement municipal à avoir le besoin de renforcer donc les capacités des acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de dépenses au niveau des collectivités territoriales. C'est cela qui justifie aujourd'hui l'organisation d'un atelier de renforcement de capacités initié par l'Agence de développement municipal dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, donc, qui a invité l'ensemble des collectivités territoriales représentées ici. Et après les évaluations, nous avons remarqué que jusqu'à présent, 19 communes ont des difficultés à faire une bonne planification, une planification stratégique, de même qu'une budgétisation pluriannuelle des dépenses publiques, parce qu'aujourd'hui, avec la planification de gestion des finances qui est développée par la direction du secteur public local, il est possible pour les collectivités territoriales de programmer sur un horizon triennal l'ensemble des investissements qui sont prévus donc, au niveau de la collectivité territoriale. Et ça, c'est une innovation de taille qu'il faut vraiment bien prendre en compte donc, dans cet exercice qui nous réunit ici. L'organisation des foires, une solution à la mévente des produits horticoles selon l'Agence de régulation des marchés ARM. Elle a initié à Toubacouta une foire de 3 jours pour permettre aux horticulteurs des 5 communes de l'arrondissement d'écouler leur récolte. Ces producteurs du Nyombato sont accompagnés techniquement par l'agence de coopération belge. Une nette amélioration des rendements horticoles signalés dans cette zone du département de Foundiougne. Dites-nous en plus, Aminata Goudiaby. Les exposants sont venus des 5 communes de l'arrondissement de Toubacouta, Karang, Kersambagay, Kersaloum Diané et Nioro Alassane Tall. Dans les stands de l'oignon, de la pomme de terre et bien d'autres produits horticoles. Cette foire veut permettre aux horticulteurs du Nyombato de tirer davantage profit de leur production. L'une des missions de l'ARM, de l'Agence de régulation des marchés, c'est faire en sorte que les produits commerciaux, les produits horticoles puissent être vendus et à des prix rémunérateurs pour les producteurs. Généralement, ce que l'on constate pour les producteurs, c'est qu'ils n'ont pas accès au marché. C'est justement l'objectif de l'organisation de cette foire qui vise à rapprocher les marchés des producteurs. Aujourd'hui, nous avons choisi le Nyombato, faire en sorte que tous les producteurs qui sont dans la zone puissent venir dans cette foire commercialiser leurs produits en partenariat avec Enabel, qu'on a organisé cette foire. Depuis près de 10 ans, l'agence de coopération belge Enabel accompagne techniquement les horticulteurs de la zone. L'intervention d'Enabel a permis de relancer la culture de la pomme de terre dans le Nyombato. Et ce sont des productions records qui sont enregistrées chaque année. Alors ces producteurs, on les accompagne depuis 2017. On travaille sur le maraîchage, en appui au maraîchage depuis 2017, donc avec aujourd'hui des résultats conséquents puisqu'on peut aujourd'hui estimer la production de oignons à près de 5000 tonnes et la production de pommes de terre, alors qu'on n'avait pas de pommes de terre il y a 7-8 ans dans la zone. On l'a relancé, on a un volume estimé de 500 tonnes de pommes de terre disponibles. Ces performances agricoles se heurtent néanmoins à l'absence d'infrastructures de stockage des produits, ce qui occasionne souvent de grosses pertes. Un problème qui est en passe d'être réglé par l'État du Sénégal. L'État s'est lancé dans un programme ambitieux de créer au Sénégal une capacité de stockage de 250 000 tonnes en chambre froide. Et cette ambition, une fois atteinte, je pense que va permettre à l'État du Sénégal d'aider les producteurs à supprimer inexistence ce problème qui est le problème du stockage de manière générale. Cette foire horticole de Toubacouta se déroule sur 3 jours. Un panel s'est tenu en marge de la foire pour davantage sensibiliser les producteurs sur l'importance d'une agriculture avec moins de pesticides. Marie Khone Faye était à Ndiaganiao ce week-end, la première dame du Sénégal qui a rencontré les femmes pour leur parler d'autonomisation, leur promet une maison dans la localité ainsi qu'un accompagnement accru. Marie Khone d'y agir dans le cadre du programme Autonomisation de la femme dans le monde rural. Compte rendu, Ndeye Mati Dieng, Mamadou Gueye.
C'est sur la place publique de Ndiaganiao que les femmes ont réservé un accueil chaleureux à la première dame du Sénégal. Marie-Khone Faye, se disant particulièrement préoccupée par l'autonomisation des femmes, a lancé la construction prochaine d'une maison de la femme dans la localité de Ndiaganiao. Fanny Dugnon, la maison de la femme bu Ndiaganiao. Nous allons construire une maison de la femme ici à Ndiaganiao pour accompagner ces braves dames. Elle sera entièrement équipée et va leur servir de lieu de formation et de production. Face aux nombreuses difficultés identifiées, notamment l'accès à la terre et au financement, la première dame entend corriger ces inégalités à travers le programme Autonomisation de la femme au cœur du monde rural. Programme Autonomisation des femmes, nous allons accompagner ces femmes jusqu'à ce qu'elles obtiennent tous les papiers nécessaires pour leurs activités, mais aussi leur faciliter l'accès à la terre, parce que c'est un réel problème ici. Dans notre programme, il est aussi inclus des formations de transformation des produits locaux. Financière. Une visite porteuse d'espoir qui redonne confiance aux populations. Une autonomisation que les gens ont tant attendue. Parce que vous savez que dans cette localité-là, les femmes travaillent jour et nuit sans pouvoir maintenant satisfaire leurs besoins. Si maintenant on a la chance d'avoir cette maison-là à Ndiaganiao, ce serait une excellente chose. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de la Fondation Sénégal Solidaire, lancé il y a seulement quelques jours. Pas difficile d'investir au Sénégal, selon Madame Diagne, Chérie Denise. Cette entrepreneure américaine ajoute que les conditions sont favorables, surtout avec l'arrivée du nouveau régime. Elle appelle ses compatriotes à venir mettre leur argent dans ce pays stable et très ouvert aux étrangers. Elle est au micro de Mamadou Fall. It's so progressive. I love the professionalism of the new government. Le nouveau gouvernement qui est là, c'est le gouvernement sénégalais. C'est un gouvernement qui est très bien structuré. Ce nouveau régime, le régime de Diomaye et Sonko, est un régime qui est bien structuré et c'est un régime qui est bien organisé administrativement. Et aussi, elle voit que ce régime est un régime qui s'ouvre beaucoup plus aux investisseurs étrangers. Parce que récemment, un sommet s'est tenu concernant les investisseurs, un appel aux investissements sénégalais et on a vu qu'il y a beaucoup qui sont déjà intéressés avec des montants colossaux à investir au niveau du Sénégal. Donc ceci est un grand pas en avant pour montrer que le Sénégal est un pays qui est ouvert aux investisseurs étrangers, beaucoup plus précisément aux investisseurs américains et aux investisseurs du Royaume-Uni, c'est-à-dire que de l'Angleterre et tout ce qui est environnant. Donc ceci, elle personnellement, elle fait appel à tous ses compatriotes américains qui veulent sortir d'une crise qui est à l'horizon et venir investir au Sénégal parce que le Sénégal est un pays dont l'investissement ne sera pas une perte parce qu'elle est là depuis 2021 et ce qu'elle a constaté depuis 2021 qu'elle a commencé à investir ici, elle n'en pas regretté une seule fois parce que depuis lors, son investissement est en train d'avancer à son rythme. Ziara annuelle de Serigne Babacar Sy, Tivaouane lance un cri du cœur. Le Khalif et les fidèles Tidianes manifestent leur colère. Ils se sont levés pour dire stop aux attaques perpétrées contre la tariqa Tidiane et les chefs religieux. Le message du Khalif général des Tidianes délivré par son envoyé lors de la cérémonie officielle a aussi évoqué la perte des valeurs comme l'indiscipline des jeunes. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. La cérémonie officielle de la ziara annuelle de Serigne Babacar Sy a servi de cadre à Serigne Moustapha Sy Al Amine pour recadrer ce qu'il appelle les mal intentionnés qui s'attaquent à l'image de la tariqa Tidjania. Parce que nous sommes ci jamono dana koy wax te dana ko waxati ku soppi sa kilifa yax xaja koy set. Je vous le dis et je vous le répète, nous sommes dans un monde troublé. À partir d'aujourd'hui, la famille Sy et les talibés Tidjanes ne laisseront personne attaquer la tariqa et nos guides religieux. Levons-nous pour se mobiliser. J'en appelle aux talibés, aux daïres, aux fédérations à s'ériger en bouclier pour protéger notre tariqa.
Pam Matar Kébé, au nom du khalife général des Tidjanes, estime que toutes les dérives comportementales constatées dans le pays sont à bannir. En tout cas, j'ai peur de ce qui se passe dans ce pays. Personne ne l'aurait imaginé. Le Sénégal a perdu toutes ses valeurs. L'indiscipline gagne du terrain, une mauvaise éducation des enfants, l'homosexualité, un phénomène qui prend de l'ampleur. Tout le monde est interpellé. Le ministre de l'Intérieur, prenant la parole, a magnifié la bonne organisation de la Ziara. Il a indiqué que l'État prendra toutes les dispositions pour servir de bouclier aux familles religieuses. Sénégal dafa am loo xamante ni amul dëkk bu ko am mooy l'exception sénégalaise nga xam ne mag ñi liñ fi bàyyi moo tax héritage yu mag ñi duñu nangu mukk ku koy remettre en cause. La Ziara de cette année a drainé un monde fou. Les talibés tidjanes venus des 4 coins du pays et de la diaspora ont renouvelé leur pacte d'allégeance envers Serigne Babacar Sy. Le silence, la résilience, la foi, entre autres thèmes évoqués dans un roman, Oulimata Mbodj, jeune écrivaine, dépeint les tares de la société sénégalaise et les silences imposés par les familles. Elle appelle à rompre ce silence pour sauver des vies, mais aussi se sauver soi-même. La cérémonie de dédicace est tenue ce dimanche en présence de Dissa Prera. La vie, ce sont des hauts et des bas, surtout pour une jeune fille qui grandit loin du père et de la mère. Une trame de vie faite de surprises et de déceptions, mais aussi de paroles au fond d'un mal-être. Dans ce livre, j'ai parlé de beaucoup de thèmes, mais disons, pour parler du silence, vous venez de se dire, il faut parler. Des fois, les gens ont tendance à se taire et ne pas dénoncer. Quand on voit quelqu'un vivre une chose que l'on ne supporte pas, il faut en parler. Quand on vit une chose que l'on n'aime pas, il faut dénoncer. Il ne faut pas se taire, il faut parler, il faut dénoncer, mais également il faut croire en soi et se relever, il ne faut jamais baisser les bras. Au-delà du silence, Oulimata Mbodj aborde dans ce livre d'autres thèmes tout aussi essentiels dans la vie d'un individu. J'ai parlé de silence, de résilience, oui, de chute, mais également de réussite, parce qu'il faut rappeler que ce roman est un roman d'apprentissage. C'est-à-dire c'est un roman qui suit le personnage principal de son enfance jusqu'à l'adolescence, mais ici ça va jusqu'à l'âge adulte, parce qu'à la fin on voit qu'elle s'est mariée et tout. Donc c'est pour que le lecteur tire des leçons dans ce roman-là. Donc j'ai abordé beaucoup de thèmes que les lecteurs pourront lire et analyser. Turpitude d'une vie sonne comme une invite à la dénonciation, mais aussi interpelle la conscience. Comme l'écrit Oulimata, tomber ne demande pas souvent de notre ressort, mais ne pas se relever est un choix qui nous poursuit tout au long de notre vie. Le Sénégalais Makhtar Sylla vient de remporter les championnats d'Afrique de Scrabble francophone qui se déroulent actuellement à Ouagadougou. Déjà sacré champion du monde de Scrabble francophone, l'homme à la lucidité et à la rapidité d'exécution extraordinaire continue d'écrire l'histoire de cette discipline grâce à sa maîtrise des moments décisifs. 2 Sud-Soudanais, 2 Français et un Ivoirien pour qualifier l'ASC Ville de Dakar au Final 8 de la Basketball Africa League. L'équipe de Moustapha Gueye veut faire mieux que la première participation à la conférence Sahara. Les 13 basketteurs ont été présentés ce matin. Yatma Diao, président de l'ASC Ville de Dakar, au micro de Pape Faragnine. On a eu la chance quand même d'avoir une bonne base locale. Pour cette base locale nous a permis quand même de ne pas recruter beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, si vous regardez bien les recrues, ils sont 4 sur l'effectif. Donc ce qui veut dire que l'essentiel, les 7, 8 sont des joueurs qui jouent le championnat national. Et c'est ça qui est important. Donc on n'a pas désarticulé notre effectif et que les renforts quand même vont apporter de l'expérience parce que des gens qui ont eu le vécu de la Basketball African League et que je l'espère quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif principal c'est de pouvoir se qualifier pour aller à Kigali pour représenter le pays. Parce que comme on le dit, l'AS Ville de Dakar participe au nom du Sénégal. Nous avons 2 Sud-Soudanais, un Ivoirien et 2 Français
qui viennent accompagner l'équipe, mais l'un des Français joue en même temps le championnat national, en plus de nos joueurs locaux. Donc comme j'ai dit, c'était par rapport aux besoins. Le staff technique a bien travaillé là où il y a eu des manquements dans notre effectif local pour quand même essayer de trouver des renforts dans ce domaine. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé et que bon, comme beaucoup d'observateurs l'ont bien dit, je pense qu'on a un groupe qui peut nous faire atteindre nos objectifs. Les joueurs, comme vous dites, hein, c'est pour les recruter, il va falloir quand même signer de bons contrats. Bon, ce qu'on a réussi, donc grâce à, comme je l'ai dit, l'appui de la ville de Dakar, mais aussi des partenaires, mais aussi de la Basketball African League. L'équipe va partir le lundi prochain, le 20, Inch'Allah. Les compétitions vont débuter le 24. Des contentieux qui émanent parfois de la reproduction d'une marque, les droits d'image entre autres dans le milieu du sport, des batailles de propriété intellectuelle qui arrivent jusqu'aux décisions de magistrats. Ces derniers doivent donc être plus outillés sur le domaine pour trancher, selon l'Agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle et l'innovation technologique ASPIT, d'où l'ouverture d'un atelier en collaboration avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Compte rendu, cher Salibou Diarra, Modou Diop. Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, une vitrine pour tout un patrimoine immatériel. Cette propriété intellectuelle liée aux manifestations sportives est parfois sujette à des contentieux à trancher par des magistrats. Pour le renforcement de leur capacité dans ce domaine, ils bénéficient d'un atelier sous l'égide d'ASPID. Les activités de sport génèrent énormément de revenus. Et il est donc bon, ou il serait bien, que dans le cadre de la perspective de l'organisation de ces Jeux Olympiques, que les acteurs de la justice, notamment les magistrats, soient suffisamment outillés pour connaître les litiges de droit de propriété intellectuelle. Et nous espérons qu'au terme de nos travaux, les magistrats participants seront mieux outillés, mieux sensibilisés aux questions de propriété intellectuelle en vue de pouvoir justement faire face. La propriété intellectuelle liée au sport, une niche complexe. Les marques, les droits voisins et connexes, les designs, les modèles, tous les aspects de la propriété intellectuelle pour permettre à nos magistrats, en tout cas, d'être mieux outillés. Et même revenir sur les procédures de traitement des contentieux de la propriété intellectuelle dans d'autres pays, pour leur permettre également de renforcer leurs capacités, leurs compétences, capables de juger des contentieux de la propriété intellectuelle appliquée aux manifestations sportives, surtout que nous allons vers les Jeux Olympiques de la jeunesse. Beaucoup d'investissements d'ailleurs sont en train d'être effectués par les créateurs, les inventeurs. Cela doit être protégé. Une protection synonyme de développement de l'économie du sport. Cette propriété intellectuelle offre des droits aux créateurs, aux inventeurs, qui consacrent beaucoup de moyens, beaucoup de ressources pour leur création, pour leurs inventions. Évidemment, il faut les protéger. Quand on parle de sport, on fait toujours allusion aux activités sur le terrain. Mais derrière, il y a des entreprises, il y a des acteurs divers qui investissent, qui créent. Cela, il faut les protéger pour leur permettre de renforcer la confiance dans l'écosystème sportif, mais aussi les pousser à réinvestir leurs ressources pour le développement du sport, pour la création de la valeur ajoutée, mais également pour la création d'emplois. Plusieurs recommandations sont attendues de cet atelier de 3 jours sur 2 univers si lointains, le droit, le sport. Et puis en plus bref, la Cour d'appel de Rabat qui a donc décidé ce lundi de reporter le procès en appel des 18 supporters sénégalais condamnés pour leur implication dans les violences survenues lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc. Lors de l'audience, la défense des prévenus a sollicité la comparution du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, en qualité de témoin. Les avocats estiment que son audition pourrait apporter un éclairage dans le contexte organisationnel et sportif ayant entouré les incidents. Le ministère public s'est opposé à cette demande, la jugeant sans utilité en considérant qu'elle n'apporterait aucun élément nouveau au dossier. La requête a donc ainsi été rejetée.
Merci infiniment de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition, mais restez avec nous dans Soir d'Info. Nous recevons Amadou Lamine Sall, poète, ancien candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie.